Alors que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente dans les dossiers Boukangalonzo, l'application de cet arrêt continue certainement à diviser la classe politique. Nous allons en parler. Nous savons qu'Augustin Matata Ponyo veut recouvrer ses immunités parlementaires qui lui ont été certainement retirées. Lui parle que c'était un retrait injustifié. Nous allons analyser avec les avocats, les juristes qui sont autour de nous, dans une présentation de Floyd Zantoto. Bienvenue. Merci, Voilà, Jean-David. Voilà. Monsieur Tchingej, bienvenue, Maître Tchingej. Merci. Voilà. Et de l'autre côté, Manix Yenda, juriste et chercheur en droit constitutionnel, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà. Floyd Zantoto. Exactement. Alors, je vais commencer la première question. Effectivement. Alors, maître, vous avez suivi, vous avez commenté largement cet arrêt. Et finalement, la dernière information, c'est la position de l'Assemblée du Sénat avec son président. D'entrée des jeux, quelle est d'abord votre réaction par rapport à au propos du président du Sénat, Modeste Baz? Est-ce que j'aimerais, avant qu'il ne réagisse, on peut prendre des propos? On suit d'abord l'élément. On suit évidemment les propos et puis on va revenir. Si la Cour constitutionnelle, et c'est par là que je vais terminer, elle-même a interprété autrement l'article 164, je parle sous le contrôle des juristes qui sont nombreux dans cette salle. Article 164, prenez votre constitution. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits initiés ou pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Elle est également compétente pour juger les co-auteurs et complices. Pourquoi j'ai élevé la voix lorsqu'on est arrivé à ou à l'occasion de l'exercice des fonctions? Moi, j'ai participé à la rédaction de cette constitution en tant que parlementaire. Pourquoi nous avions ajouté ou à l'exercice de leurs fonctions? C'est-à-dire que la personne peut ne pas être en fonction aujourd'hui, mais être poursuivie pour le fait qu'elle avait commis lorsqu'elle était en fonction. Donc, ici, c'est clair. Vous pouvez être sénateur, vous n'êtes plus Premier ministre, mais les faits que vous avez posés lorsque vous étiez Premier ministre sont justiciables. Donc maintenant, ce que la Cour a fait, ça ne nous engage pas. Ce que la Cour a fait, ça n'engage pas le Sénat, Maître Tchingej. Oui, c'est un peu révoltant parce que vous savez que moi je suis un juriste et non le moindre. Je pense que... Un juriste sérieux. Sérieux, il faut toujours ajouter sérieux. Parce que ce que le président du Sénat vient de faire, il vient de défier les peuples congolais et défier le président de la République en tant qu'institution. Comment ça? Pourquoi je le dis? Je vais devoir un peu lire une disposition de la Constitution pour permettre à tout le monde de comprendre. Nous sommes à l'article 149 de la Constitution qui nous régit tous. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. La justice est rendue sur l'étendue, sur l'ensemble du territoire national, au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Je pense que tout le monde a compris que le constituant a été très clair, qu'il prenait tous les peuples congolais comme le garant de la justice. C'est-à-dire, un juge aujourd'hui, quand il rend sa décision, c'est au nom de ces peuples-là.
Et de deux, lorsqu'on arrive au niveau de l'exécution d'une décision de justice, c'est au nom du président de la République. Vous savez que le président de la République, en tant qu'institution, il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Il n'y a aucun Congolais, aucun sujet congolais qui soit au-dessus de cette institution. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en présence d'une décision pareille, qui est d'ailleurs une décision de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire non appellable, tout Congolais qui se dit être aujourd'hui dirigé par le président de la République a l'obligation de se soumettre à tout ce que le président de la République donne comme décision. Et aujourd'hui, cette décision qui est coulée en force de la chose jugée, c'est le président de la République qui ordonne. Et vous trouvez que devant les décisions exécutoires, c'est bien mentionné, les premières phrases, lorsque nous devons exécuter les décisions, c'est bien clair. Nous, Monsieur Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ordonnons, c'est-à-dire la décision de justice, aujourd'hui en RDC, sur pied de cette disposition de l'article 149 de la Constitution, c'est au nom du président de la République. Et aujourd'hui... Donc c'est une révolte contre le président aussi. Oui, moi j'appelle ça une rébellion. C'est ça le vrai terme. Parce que lorsque moi je viens exécuter chez vous, après vous avoir battu, je viens vous avoir battu devant la justice, je viens exécuter ma décision. Et il est fait mention que c'est au nom du président de la République. L'opposition à cette décision, quelle que soit la nature de l'opposition, c'est une rébellion. C'est une rébellion. Et on ne peut pas se rebeller contre le président de la République. Donc pour moi, je trouve que c'est un défi. C'est un défi pour nous, en tant que partenaires de la justice, parce que nous sommes également partenaires de la justice et auxiliaires de la justice au même moment. Nous n'acceptons pas qu'aujourd'hui, devant une telle décision d'une plus haute juridiction du pays, qu'une personne se dise que ça ne l'engage pas. C'est très grave. Sous d'autres cieux, je pense qu'il ne se passerait pas quelques minutes sans que la justice ne réagisse. Monsieur Yenda, le Sénat n'est pas une juridiction. Ça, c'est ce que le président Bahati Lukoba dit. Ce n'est pas une juridiction. C'est-à-dire que s'il faut peut-être aller, c'est justifié, il faut aller dans une juridiction. Vous savez, monsieur Jean-David Kilolo, ce que nous assistons dans notre pays est quand même décevant. Vous savez, l'institution comme le Sénat est une institution déportée démocratique. C'est la symbolique par excellence pour la concrétisation du patrimoine démocratique dans notre pays. Mais ce qui est encore écœurant, ce qui est très étonnant, c'est de voir le président du Sénat, c'est lui qui est censé promouvoir les valeurs démocratiques dans notre pays aujourd'hui, marcher sur les valeurs démocratiques, cracher sur les valeurs démocratiques. Ça, c'est quand même décevant. Vous savez, le président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, a loupé la plus bonne occasion dans sa carrière politique de laisser son nom dans les empreintes, dans les annales, dans le panthéon de grands personnages politiques de notre pays. Aujourd'hui, il a cogné l'iceberg et je pense le naufrage politique de Modeste Bahati reste et demeure certain. Ça, c'est quand même décevant. Vous savez, on ne peut pas se prévaloir, on ne peut pas s'accorder le luxe d'interpréter la Constitution simplement parce que vous comprenez la Constitution par le simple fait qu'elle a été écrite en français. J'ai entendu le président du Sénat qui donne crédit aux juristes qui sont dans la salle, dans le Sénat, que le membre de la Cour constitutionnelle, que le juge de la Cour constitutionnelle qui sont revêtis d'un mandat et d'une légitimité constitutionnelle. Ça, c'est quand même décevant. Vous savez, aujourd'hui, j'ai entendu, le maître vient de le dire d'ailleurs, ça c'est un manque de respect à l'égard du peuple congolais. Parce que cette constitution que nous avons comme le soubassement de notre justice, parce que le système juridique congolais est fondé sur le monisme en droit, avec comme primauté la Constitution. De la séparation de pouvoir. Non, mais d'ailleurs, c'est que lui-même a dit. D'ailleurs, le président du Sénat a craché sur la théorie de Montesquieu. Comment ça? La séparation de pouvoir. Oui, mais. Non, mais attention, la séparation de pouvoir. C'est un législateur, alors que c'est les judiciaires qui décident. Il dit que ça n'engage que les judiciaires. Ça, c'est encore très grave. Maître l'a considéré comme une rébellion. Ouais.
une rébellion constitutionnelle. Mais moi, je le considère en même temps comme une infraction de haute trahison. Il vous souviendrait que la Constitution définit la haute trahison comme une infraction intentionnelle de la Constitution. Et aujourd'hui, Bahati Lukwebo a prouvé à la face du monde qu'il a du cynisme, qu'il a de la haine à l'égard de M. Matata et qu'il veut à tout prix contraindre M. Matata à pouvoir se prévaloir de tous ces droits et libertés fondamentaux de tous citoyens congolais. Ça, c'est quand même très décevant. C'est comme ça que nous disons, le sénateur Modeste Bahati doit revenir sur ce pied, doit revenir sur le bon chemin. Le Sénat est un réceptacle des valeurs, de probité morale, d'éthique, de bon sens et de responsabilité politique. Ce que nous avons vécu hier, je pense, c'est une scène exécrable, surtout à l'égard de nous, les jeunes d'aujourd'hui, la génération, le futur détenteur du pouvoir de l'appareil de l'État. Parce que nous ne pouvons pas gérer les pays tout en se référant avec de modèles archétypales le plus nocifs, parce que nous devons promouvoir les valeurs. N'oubliez pas qu'il est l'un des géniteurs de cette Constitution. Non mais attention. Il connaît l'esprit et la lettre de la Constitution. Jean-David Kilolo, la Constitution est un pacte citoyen, est un contrat social. C'est l'expression de la volonté du peuple congolais. Vous et moi, nous avions participé dans l'élaboration de cette Constitution. Attention, élaborer ou participer dans l'exercice d'élaboration de la Constitution, cela ne vous donne pas le cutus de pouvoir interpréter la Constitution. Parce que, en ce qui concerne l'interprétation de la Constitution elle-même a réservé cet apanage à l'exclusivité de la compétence de juge de la Cour constitutionnelle. Vous savez, lorsque nous voulons prendre le risque d'interpréter les dispositions, vous savez, en droit, il est quand même très important, lorsque vous voulez faire la lecture de certaines dispositions constitutionnelles, de faire ce qu'on appelle la lecture croisée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas lire une disposition de manière isolée, vous la comprenez parce qu'elle a été écrite en français et vous voulez tirer des conclusions comme telles. Attention, sur cette affaire-là, l'apanage, comme je viens de le dire, de l'interprétation de la Constitution revient au juge de la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en droit constitutionnel l'interprétation authentique. Même si on pouvait se retrouver dans une hypothèse d'une interprétation non authentique. Attention, la dialectique constitutionnelle, l'exégèse des textes constitutionnels relève effectivement de la compétence des hommes et femmes de la doctrine du droit constitutionnel. Et donc, je ne pense pas que cela serait une occasion de m'apprendre que le professeur Bahati Lukwebo avait fait les études de droit constitutionnel. Maître, moi j'aimerais lire l'article 164 et cette disposition a été lue par le président Bahati et il l'a interprétée, disons qu'il a participé à l'élaboration de la Constitution. Et il dit, l'article dit, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République, du Premier ministre pour des infractions politiques, de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et en prenant, et il dit, vous savez pourquoi on a ajouté ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions? C'est parce que il s'agit du Premier ministre ou du président qui n'est plus en fonction. Voilà l'interprétation qu'il a donnée. Bon, moi je doute fort quand il conclut qu'il fait partie de ceux-là qui avaient préparé ces textes. Parce que l'interprétation qu'il fait est une aberration. C'est une interprétation erronée. Quand nous disons à l'occasion de ou dans l'exercice de, l'explication est claire. C'est quoi la différence? Il n'y a pas une grande différence. Oui. C'est le cas, vous êtes journaliste. En présentant votre journal, vous diffamez quelqu'un. On dit quoi? C'est à l'occasion de l'exercice de vos fonctions que vous avez diffamé quelqu'un. C'est à cette occasion-là. Et dans l'exercice, vous comprenez? Quand le législateur place ça, c'est pour éviter qu'il y ait, vous savez, quand les avocats comparaissent devant certains textes, il y a des débats. Moi, je peux dire, non, le législateur aurait dû dire ceci et non cela. Un autre avocat dira, il aurait dû dire ceci et non cela. C'est-à-dire qu'on a placé les deux.
qui ont presque le même sens. Le Premier ministre, à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, il a géré un projet, on lui reproche d'avoir commis une infraction, c'était dans l'exercice de ses fonctions. Mais le même Premier ministre peut commettre une infraction qui n'a rien à voir avec ses fonctions. C'est le cas qu'on apprend que le Premier ministre a giflé quelqu'un sur la rue. Est-ce que ce n'est pas une infraction? Si, ce sont des coups et blessures. C'est une infraction. Est-ce qu'il ne sera pas poursuivi? Il sera poursuivi. Mais cet acte-là n'a pas été posé dans l'exercice. Dans l'exercice. C'est à l'occasion. Mais au moment où il pose l'acte, il est Premier ministre. Il a la casquette du Premier ministre. Il sera toujours justiciable de la Cour constitutionnelle en matière pénale. Donc l'interprétation qu'il fait, c'est une interprétation tendancieuse. C'est-à-dire on tente d'expliquer ce que l'on pense en lieu et place de ce qui doit être. C'est ça la différence. En droit, nous parlons plus de ce qui doit être. Je dois chuter sur une disposition importante qui va compléter et éclaircir ce que vous venez de dire. Oui. C'est l'alinéa 2 de l'article 151 de la Constitution. Oui. Qui nous dit ceci. Les pouvoirs législatifs ne peuvent ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Vous comprenez? C'est le principe de la séparation des pouvoirs. Lorsque le pouvoir judiciaire... Donc là, on interdit au Sénat de s'opposer. D'abord, de statuer sur des différends. Parce qu'aujourd'hui, il y a un différend. Et lui dit, allez discuter là-bas. Donc, il statue sur les différends. Ça n'engage pas les Sénats. En orientant le sénateur Matata Pogno où il doit aller. C'est déjà discuté parce qu'il y a une décision. Le sénateur Matata Pogno veut bénéficier de cette décision. Et lui renvoie, c'est-à-dire il discute, il statue sur les différends. Il statue sur le conflit. Parce qu'il y a un conflit qui demeure. C'est de retrouver, de récupérer ses immunités. Et celui qui tente de statuer sur cette question-là, vous comprenez? Oui. Il tente de donner une réponse en orientant le sénateur. Parce que quand vous orientez les sénateurs vers la justice, c'est une manière d'apporter une solution. Mais au même moment, il nie en soutenant qu'il y a séparation des pouvoirs, lui ne peut pas. Au moment où il dit qu'il ne peut pas faire ça, il le fait d'une manière indirecte. Alors que, étant informé de la décision, il ne pouvait plus revenir sur l'interprétation de l'article 163 en interprétant devant les sénateurs l'article 63, il violait le deuxième alinéa de l'article 151 de la Constitution parce qu'il statuait sur des différends que lui constate que normalement la solution n'est pas chez lui, c'est ailleurs, l'effet de statuer. Et on le défend également de modifier une décision de justice parce que là, il l'a modifié. Il a modifié la décision. Parce qu'il a tenté d'interpréter l'article 163 en modifiant la décision qui est déjà rendue. En faisant voir que la décision qui est rendue n'est pas celle qui devait l'être. Donc là déjà, il modifie la décision. Donc pour le Sénat, il y a une décision déjà différente de la décision rendue par la plus haute juridiction du pays. Là, il viole la deuxième phrase du deuxième alinéa parce qu'il a modifié la décision. La décision est claire. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. On appelle ça, c'est un déclinatoire de compétences. Et vous dites que la décision qui est rendue n'est pas celle qui devait être. Donc là, vous violez cette deuxième phrase. Ni s'opposer à son exécution. C'est ce que je viens de dire. Lorsqu'il chute en disant que cette décision ne les concerne pas. Ne l'engage pas. Ne l'engage pas. Alors que c'est au nom du président de la République, même moi qui suis là, cette décision m'engage. Vous qui êtes là en tant que journaliste, cette décision vous engage. Donc, tout Congolais doit se mettre en tête que la décision qui est rendue l'engage. Mais si lui déclare que ça ne l'engage pas, nous disons clairement qu'il y a violation de cette disposition. Donc, l'alinéa 2 de l'article 151 de notre Constitution est violé par le Sénat aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il s'agit d'une rébellion. Et quand vous lisez la rébellion, elle est définie.
vous ne pouvez pas vous opposer. On a dit bien, ni s'opposer à son exécution. Même lorsqu'il soutient également que ce n'est plus en rapport avec ces dossiers, c'est en rapport avec un autre dossier. C'est une manière de se contredire. Parce que quand il dit déjà que cette décision ici ne l'engage pas, il a déjà pris position. Ce qu'il dit après, ça ne devient qu'accessoire. Et en droit, nous disons toujours que l'accessoire suit toujours le principal. Pour nous, le principal est là. Très bien. Alors, Maître Manix, maintenant que le président du Sénat a déclaré avoir cette compréhension de l'article de la Constitution, ça veut dire que les juges de la Cour constitutionnelle ont mal interprété. Et son interprétation est vraie. C'est ce que ça veut dire. Non, mais c'est ce qui est gravissime, je viens de le dire tout à l'heure. Parce que la dextérité de pouvoir interpréter la Constitution revient à la compétence de juge de la Cour constitutionnelle. Le juge de la Cour constitutionnelle est le juge de l'interprétation de la Constitution. Et à la limite, sur le plan doctrinal, lorsqu'on parlera de l'interprétation non authentique, celle-là est réservée seulement aux hommes et femmes de la doctrine du droit constitutionnel, pas au professeur Bahati Lukwebo. Le professeur Bahati enseigne aussi le droit? Non, mais pas du tout. Moi, j'ai été enseigné par le grand professeur de droit constitutionnel dans ce pays, en l'occurrence le professeur Mpongo Bokakoba Utolinga, le professeur Jacques Njoli, le professeur Dieudonné Kalouba, à qui on remet en cause son intelligence en ce qui concerne la connaissance de droit constitutionnel aujourd'hui, simplement parce qu'on veut faire de la politique une réalité de celui qui n'est pas avec nous et forcément contre nous. Cette décision-là, je voudrais quand même lire la teneur de la disposition de l'article 168, parce que nous devons quand même faire des lectures croisées. Il s'est arrêté à interpréter seulement une seule disposition de la Constitution, alors qu'il y en a d'autres qui interviennent pour nous faire comprendre la lucidité et la clarté dans la compréhension de la Constitution. Article 168 dit ceci. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Ici, c'est les constituants qui imposent le président du Sénat à respecter de manière absolue la teneur de disposition de la Constitution. Il s'impose. Effectivement, parce que vous savez, le droit constitutionnel, le texte de la Constitution est sacré. C'est sacré. Aujourd'hui, on ne peut pas cracher sur les dispositions de la Cour constitutionnelle ou les dispositions de la Constitution simplement parce qu'on n'a pas été content de la décision rendue par le juge de la Cour constitutionnelle. Vous savez, aujourd'hui, à travers le discours de M. Bahati Lukwebo, d'ailleurs, moi, j'aurais souhaité que ces discours soient en dehors du Sénat. Je pouvais peut-être comprendre à la limite si c'était un discours d'ordre politique, un point de presse, on pouvait l'inscrire dans l'ordre des expressions démocratiques, la liberté d'expression est permise. Mais attention, il tient ce genre de discours dans l'hémicycle du Sénat, la chambre de sages, la chambre de valeurs politiques dans notre pays. Ça, c'est quand même décevant. C'est comme ça que je vous dis, il est pratiquement, dans ce que Maître vient de considérer tout à l'heure, dans une rébellion que nous devons fustiger avec toute énergie, parce que ça, c'est quand même inacceptable et inconcevable dans le microcosme politique de notre pays. Voilà, Maître, pour aussi compléter ce que votre co-débatteur a dit, compléter aussi ce que Floyd Zantoto est en train de parler, lorsque vous prenez ce que le président Bahati Lukwebo a dit, il a dit tout haut, que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, ça n'engage pas le Sénat. Cela traduit qu'il y a un malaise entre le président Bahati Lukwebo ainsi que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Bon, moi, je pense que vous vous souvenez qu'un jour, avant que tout ceci n'apparaisse à la surface des eaux, je vous ai dit que pour moi, Matata Ponyo était sacrifié par ses propres pères. Je l'ai dit ici. Parce que c'était impossible de comprendre, même quand on est plus petit, qu'un sénateur soit traîné comme Matata Ponyo l'a été, sans que
le Sénat ne réagisse. Le silence du Sénat démontrait quelque part qu'il y avait une certaine participation. Parce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui que moi je vienne réclamer auprès de vous que votre fils a volé mes mangues. Et que de votre belle éducation, vous vous disiez, non, non, allez l'entendre. Et qu'après vous appreniez que une décision est sortie, votre fils n'avait pas volé. Quelle sera votre première réaction? C'est d'aller récupérer votre enfant et retourner à la maison. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que, après toutes ces décisions rendues, qu'il n'y ait pas ces mouvements qui est encore blocage. Voilà, de vouloir récupérer un enfant qui est allé répondre de ses responsabilités devant la justice et que la justice le lave d'une manière ou d'une autre. Le vrai souci, et quand on est président du Sénat, le premier souci c'est de protéger tous les sénateurs, sans exception. C'est-à-dire, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de couleur de tribu ou de couleur de religion. C'est-à-dire, là on est tous sénateurs et moi en tant que président, je dois protéger les sénateurs. Aujourd'hui, j'aurais voulu, et il n'est jamais tard pour faire mieux. J'ai toujours dit, il n'est jamais tard pour faire mieux lorsqu'on en a encore l'occasion. Le Sénat peut toujours se rattraper. Alors si le Sénat estime qu'il y a un mal jugé, s'il estime qu'il y a un mal jugé, il y a rébellion. Voilà. Il y a rébellion, c'est automatique. Mais il vient de vous lire l'article 168. Ok. Il vient de vous lire l'article 168. Même s'il est mal jugé, le fait d'estimer seulement, oui, ou de penser, c'est encore mieux parce que la pensée est encore dans votre tête, personne ne sait. Mais de sortir cette pensée qu'il y a mal jugé, même le fait de prononcer cette phrase qu'il y a mal jugé, c'est une rébellion en vertu de la loi. Parce que les décisions de la Cour constitutionnelle sont erga omnes. Et puis inattaquables. C'est-à-dire opposable à tout le monde. Est-ce que le président du Sénat le sait? Que c'est opposable à tout le monde? Non, il a oublié. Il parlait en prenant à témoin les juristes qui étaient là. Et même les juristes de son cabinet. Voilà, c'est-à-dire en prenant à témoin les juristes, ça ne signifie pas que on est conscient de ce qu'on dit. Hein. Vous comprenez? À moins d'avoir posé d'abord le problème auprès de ces juristes-là, lorsque ces juristes-là vous répondent, vous parlez après eux. Mais moi, je peux dire ici que non, je prends un témoin X, ce n'est pas pour autant que celui-là est d'accord. Moi, je ne pense pas qu'un seul juriste sérieux du Sénat ou de son propre cabinet est d'accord en ce moment avec ce que lui venait de dire. Parce que bien auparavant, il y a le sénateur Évariste Bouchab qui avait réagi en montrant que les arrêts de la Cour sont exécutoires. Et celui-là, c'est un professeur de droit constitutionnel. Ce n'est pas un simple juriste qui était dans la salle ou un conseiller juridique du président du Sénat. C'est un professeur de droit constitutionnel. Et il nous a démontré qu'il était possible que M. Matata recouvre ses humilités. Et d'ailleurs, le professeur a démontré l'automatisme du recouvrement des humilités aussi longtemps que le dossier est déjà clos au niveau de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, on a senti une sorte d'acharnement. Parce qu'aujourd'hui, M. Bahati Lukwebo, il suffit que de regarder l'ardeur avec laquelle il a tenu son discours, l'adrénaline avec laquelle il a tenu son discours. Il est arrivé même au point de rappeler, je ne sais pas si c'est au camp de Matata qu'il s'adressait, je ne sais pas si c'est au peuple congolais qu'il s'adressait, il rappelle aux gens qu'il a derrière lui des sénateurs, de gouverneurs, de ministres provinciaux, de membres du gouvernement, de DG. Attention, ça c'est quand même très grave. Si on veut s'acharner à M. Matata, à la limite, apprenons à respecter le peuple congolais. Apprenons à respecter le président de la République. Si aujourd'hui, lui, M. Modeste Bahati Lukwebo, qui parle de sénateurs, de gouverneurs, etc., nous, on parlera des Matata en termes des actions. Aujourd'hui, au bénéfice de la population congolaise. Si on voit Matata, on voit le Transco, on voit Congo Airways, on voit le bâtiment qui abrite aujourd'hui tout le gouvernement, tout le ministère de gouvernement de notre pays. On voit autant d'actions, hôpital cinquantenaire, et même le bâtiment dans lequel M. Matata a été jugé, le bâtiment qui abrite aujourd'hui la Cour constitutionnelle, ce bâtiment-là a été réfectionné par l'œuvre de M. Matata. Et donc, il ne faudrait pas nous amener dans un terrain politique où le discours tendu, le discours de la haine
n'ont pas de place. Respectons le président de la République et surtout, le professeur Dieudonné Kalouba. Vous savez les mécanismes de désignation de membres de la Cour constitutionnelle. Il y a une répartition nette dans laquelle le président de la République a son quota de désigner les 3 membres de la Cour. Et Dieudonné Kalouba fait partie des juges choisis, désignés par le président de la République. Il est le choix du président. C'est le choix du président de la République. Aujourd'hui, récuser Dieudonné Kalouba, c'est récuser le et de président. surcroît, récuser la compétence de Dieudonné Kalouba, c'est donner un discrédit, jeter l'opprobre sur le choix du président de la République qui pense que dans un contexte actuel, il faut quelqu'un musclé, quelqu'un rempli d'une certaine connaissance avérée dans le domaine des droits constitutionnels pour diriger la Cour constitutionnelle. Donc, point est besoin de rester dans les acharnements, dans des polémiques inutiles. Monsieur Matata mérite le respect. Si pas le respect des sénateurs, si pas le respect du bureau du Sénat, si pas le respect du président du Sénat, il mérite le respect de tout un peuple. Parce que nous, le peuple congolais, nous nous identifions par rapport aux actions de monsieur Matata, auxquelles on se sert aujourd'hui en termes de continuité de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut se retrouver devant un arrêt de la Cour constitutionnelle qui ne sera pas peut-être pas appliqué? Moi, je pense que devant la rébellion, il y a des actions à poser. Jusque-là, Augustin Matata Ponyo ne sait plus voyager, ne sait plus se déplacer. Jusque-là, il ne sait plus recouvrer ses immunités. Alors qu'il a entre ses mains l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de décisions de justice parfois il y a des décisions de justice qui sont exécutées sans trop de problèmes. Mais il y a d'autres décisions de justice qui croisent l'obstruction. Et les législateurs ont prévu des mécanismes pour empêcher cette rébellion. Alors, lorsque, je l'ai dit la fois passée, une personne décide de commettre une infraction et l'on constate qu'elle a commis l'infraction. Mais il faut interpréter maintenant les textes pour retourner chaque chose à sa place. Parce que moi, ma question serait, après l'arrêt, cet arrêt, Oui. s'il y a obstruction, comme de la part du président du Sénat, la conséquence c'est quoi? Il y a obstruction, Oui. mais Matata Ponyo ne doit pas se laisser faire. Parce que lui, il est sur la voie légale. Vous savez, dans la vie, lorsque vous êtes protégé par la loi, vous êtes protégé plus que quiconque, plus que n'importe qui. Il est sur la voie légale. Il a une décision. Alors, toute obstruction devant ne doit pas l'empêcher de persévérer. C'est pourquoi je l'ai dit, il doit user de tout moyen de droit pour recouvrer ses immunités. Et ces immunités, si nous voulons le dire d'une manière claire, en vérité, il a ses immunités. Il les a avec lui. C'est seulement qu'il ne sait pas les exercer. Parce que si nous faisons des débats sur les immunités, il a déjà ses immunités. Parce que l'article 168 qu'il venait de lire ici est très clair. C'est automatiquement que ces décisions s'exécutent. Donc c'est quelqu'un qui a ses immunités, mais les problèmes ne se posent pas dans la bataille de recouvrer ses immunités, mais dans la bataille de les exercer. C'est-à-dire de jouir, dans le vrai sens, c'est-à-dire de jouir de ces immunités-là. Mais il les a déjà. Il est empêché de jouir de ses immunités. Alors il ne doit pas lâcher, il doit continuer à se battre, parce que dans son intime conviction, il l'a déjà suivi, qu'il ne s'est reproché de rien. Voilà, puisque vous parlez qu'il ne s'est reproché de rien, on peut prendre la deuxième vidéo. Voilà, mais je voudrais poser cette question, sinon ça va m'échapper. Quelle devrait être maintenant l'approche des sénateurs face à un bureau, face à un président qui ne veut pas exécuter la loi? Je pense que c'est une occasion où les sénateurs, dans la globalité, doivent être solidaires. Solidaires pour prévaloir les valeurs institutionnelles, solidaires pour la sacralité du peuple congolais qu'ils doivent respecter, solidaires pour respecter l'institution suprême qui est le président de la République, parce que Maître vient de le dire tout à l'heure, les arrêts de la Cour sont rendus au nom du peuple congolais et du président de la République. Et donc, ne serait-ce que sur ces bases-là, les sénateurs dans l'ensemble, sans parti pris, sans tenir compte de tendances politiques, parce qu'ici, c'est une question de sauver la République dignement,
de sauver le bon fonctionnement de nos institutions. Et donc, il faudrait que les sénateurs s'opposent à la démarche suicidaire du président du Sénat, Modeste Bahati, qui aujourd'hui a déjà cogné l'iceberg. Vous savez... Donc là, je me rends compte que ces propos sont très gravissimes. Hein. Mais effectivement, ces propos sont des propos qui désacralisent la sacralité de cette institution, le Sénat. Le Sénat est une institution sacrée. C'est un siège de haute personnalité politique, les hommes sages qui doivent éclairer la société au travers leurs expériences politiques. Et je pense que cette expérience qui nous a été proposée par Modeste Bahati est une denrée non consommable par nous, acteurs politiques. On prend la vidéo. Oui, collègue Bocham. Moi aussi, je voudrais intervenir. Qui d'autre? Bon, Président, merci pour la parole. Il ne s'agit pas ici de s'inscrire en porte-à-faux eu égard à l'article 151 de la Constitution. Les collègues Matata posent le problème de la protection des droits fondamentaux des sénateurs. Il s'agit ici de l'application de l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Un arrêt a été rendu, lui restituant toute sa liberté. Et aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi le procureur peut ériger une barrière en ce qui concerne sa liberté de mouvement. C'est cette question de la protection des droits fondamentaux des sénateurs que pose le collègue Matata. Et donc, si nous débattons de cette décision, nous ne contredisons en rien l'arrêt de la Cour, qui par ailleurs lui a restitué toute sa liberté. Si, mais dans tous les cas, je voulais d'abord dire au président que la Cour de cassation s'étant d'abord déclarée préalablement incompétente, le principe qu'il a évoqué est simple. Non bis in idem. On ne peut pas revenir deux fois sur le même dossier, étant donné que cette juridiction s'était déjà déclarée même incompétente pour les poursuites. Ici, les collègues posent un deuxième problème. À partir du moment où les immunités ont été levées, et on conclut au non-lieu, il n'y a rien, pas de poursuite. Y a-t-il une autre procédure pour qu'il puisse récupérer ses immunités? J'ai dit non. La récupération de ces immunités est automatique. À partir du moment où l'arrêt a été rendu, le collègue Matata est libre, il peut aller se faire soigner où il veut. Tout ce qu'il veut ici, c'est le soutien, comme vous l'avez dit au noir président, le soutien de cette Chambre. Et nous devons nous opposer qu'on puisse l'empêcher de sortir pour ses soins. Il doit pouvoir bénéficier de la liberté de mouvement parce que l'arrêt de la Cour lui a rendu toute sa liberté. J'ai dit au noir président. Voilà. Vous avez suivi, Maître Tchingej. Je pense que tout ce que vous aviez dit, le professeur aussi, Boucham, a relevé ça. Oui, c'est très fort. Vous voyez, quand moi je le dis ici, c'est sur le plateau de la télévision. Là, c'est à l'hémicycle. C'est-à-dire, là, c'est très sérieux et c'est très profond. Parce que là, c'est l'âme même du Parlement qui a parlé. Et c'est comme il l'a dit que le professeur Bocham n'est pas n'importe qui. Et de bout en bout, sur ce qu'il a dit, c'est ça le droit. Ce que Matata Ponyo recherche, c'est le soutien de ses pairs. C'est tout. Mais en rapport avec le droit, il a tous ses droits. Il a déjà ses immunités. Mais il y a obstruction. Et celui qui fait obstruction relève d'un autre pouvoir. Il faut que le pouvoir législatif puisse faire bloc. Vous avez dit ici, par rapport à la position du président du Sénat, qu'est-ce que les parlementaires font? Qu'est-ce que les sénateurs font? C'est prévu à l'article 28 de la Constitution. Prévu? Oui, ce qu'ils doivent faire. Allez-y. C'est prévu. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Donc ils doivent être contre. Évidemment, parce que c'est un ordre illégal. Et ceci, c'est la base même du principe de la baïonnette intelligente. C'est-à-dire, vous me demandez de faire ce qui est illégal, je ne le fais pas. C'est ce que le professeur Bocham vient de démontrer là-bas. Il vient de dire, ici, nous devons lui apporter le soutien, donc un soutien suffisant. Le Sénat doit apporter un soutien suffisant. Parce que demain,
Ça peut arriver à un autre sénateur. Après demain, ça peut arriver chez un autre sénateur. Ce qu'il faut faire lorsque un seul sénateur se retrouve dans une situation pareille, c'est de lui apporter juste le soutien. Et il n'y a pas un soutien illégal ici. C'est l'inverse qui devient illégal. Le fait de faire obstruction ou de refuser de s'incliner devant une décision de la Cour constitutionnelle. Décision, je dis erga omnes, c'est-à-dire opposable à tous et sans exception. Voilà, maître Manix Yenda. Votre réaction? Vous aviez d'abord suivi Évariste Bouchab, tout ce que vous aviez parlé, et lui, il dit que ça sera automatique, le recouvrement de ses immunités. Mais vous ne trouvez pas que c'est sur papier, mais dans la pratique, c'est autre chose? C'est cela la difficulté, monsieur Jean-David Kilolo. Vous savez, ce que vous avez entendu de la bouche du professeur Évariste Bouchab n'est qu'une expression de la volonté commune que nous avions consentie dans le 3e paragraphe du préambule de notre Constitution. Permettez-moi de le lire très rapidement. La Constitution dit « Animée par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit. Un État de droit basé sur les valeurs démocratiques, politiques, sociales et culturelles. » Aujourd'hui, c'est l'occasion, effectivement, de construire notre pays, de bâtir cet édifice, surtout que notre hymne national nous a recommandé de bâtir un Congo plus beau qu'avant, sur des valeurs établies dans notre Constitution. Et non de s'inscrire dans une logique contre, d'entorse aux dispositions de la Constitution, telle qu'on a vu dans le comportement du président du Sénat. Ça, c'est quand même décevant. C'est comme ça que moi, je dis, ça ne sert à rien de s'acharner contre M. Matata, parce que M. Matata est un digne fils du pays. Il a servi dignement la République. Et demain, aujourd'hui tout comme demain, le pays aura toujours besoin de lui pour rendre service dignement au peuple congolais. Est-ce qu'il n'y a pas des pesanteurs, peut-être, parce qu'ils se sont rendus compte que la Cour constitutionnelle a tranché pas en leur faveur? Il faut aller peut-être au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat, on pourra un peu bloquer ou retarder les choses. Non, mais ce qui est encore très, très décevant, c'est que le président du Sénat veut faire voir à l'opinion publique que voilà, l'union sacrée, cette famille politique guidée sous la locomotive du président de la République est contre M. Matata. Moi, je ne pense pas que le président de la République est contre Matata. Moi, je ne pense pas que le président de la République se préoccupe, surtout qu'il a autant de défis à relever par rapport aux ententes de la population congolaise pour chercher à bloquer M. Matata. Il vous souviendra que lorsque le procès avait commencé au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a certaines langues qui pensaient que la Cour a été instrumentalisée. Et lorsque nous avions vu la décision de la Cour, on s'est rendu compte que le président de la République n'y était pour rien. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que le président du Sénat arrive à faire comprendre au peuple congolais qu'il s'agit d'un combat de camp politique. Si on veut combattre Matata parce qu'il se retrouvait dans un camp politique, il est dans quel camp? Est-ce qu'il est dans l'opposition? Est-ce qu'il est dans le pouvoir? Pourquoi on veut s'acharner à un monsieur, à un citoyen qui a ce droit et libertés fondamentales? Vous avez suivi la démarche des Nations Unies lorsque le secrétaire général des Nations Unies avait plaidé les cas de M. Matata devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était dans le sens de combattre l'injustice, de combattre, de bannir l'inégalité. Cette injustice nocive contre un citoyen, ça c'est quand même inacceptable. C'est comme ça que moi je dis, nous devons regarder vers la même direction parce qu'au-delà des tendances, au-delà de nos clivages, nous n'avons qu'un seul dénominateur commun, la République démocratique du Congo. Dans le procès, Matata, c'est la République qui vaincra, c'est la République qui a gagné, comme l'a dit Rossi Mukendi. Donc laissez Matata travailler pour... Peut-être une dernière question. Voilà. Peut-être une question. Maître, j'aimerais savoir maintenant, au regard du droit, quand est-ce que le procureur, près la Cour constitutionnelle, peut se dessaisir de ce dossier? Au regard du droit. Il s'est déjà dessaisi. Il s'est déjà dessaisi. Il s'est déjà dessaisi du dossier depuis les jours où il a envoyé sa requête aux fins de fixation. Comment?
Parce que quand le ministère public termine son instruction, il envoie au tribunal ou à la cour. Pour quelle raison? C'est pour que lui redevienne ou devienne partie au procès. Parce qu'il ne peut pas être au même moment partie au procès et la personne qui dirige les débats. C'est le juge qui reprend la manette. Maintenant, lorsque la décision est rendue, qui l'exécute? Nous sommes en matière pénale. C'est lui le procureur qui doit l'exécuter. C'est ce que la loi dit. C'est lui le procureur. C'est lui qui doit exécuter cette décision. Le procureur. C'est le procureur. Mais, Et s'il ne l'exécute pas? Mais c'est-à-dire qu'en ne l'exécutant pas, en s'abstenant d'exécuter, il ne fait pas son devoir. Parce que c'est une abstention coupable. Et l'abstention coupable est également une infraction. Vous comprenez? Parce que le parquet en matière pénale commence l'instruction préjuridictionnelle et dès qu'il arrive à la phase juridictionnelle, il laisse au juge. Il attend la décision en tant que partie au procès. Une fois que la décision est rendue, nous sommes en matière pénale. C'est lui le procureur qui doit l'exécuter. D'ailleurs, le sénateur Matata ne doit pas commencer à se battre. Non, c'est lui l'organe de la loi. En cette matière pénale, c'est lui qui exécute. Ce n'est pas Matata qui doit exécuter. Donc, avec le dossier Boukangalonzo, ça veut dire qu'il n'a plus l'emprise sur Matata. Il n'a plus d'emprise. Lui, actuellement, étant soumis à l'autorité de la loi, c'est-à-dire à l'autorité même de la décision de la Cour constitutionnelle, le devoir actuel, c'est de prendre cette décision et de l'exécuter. alors ici, il n'y aura pas aussi le principe de la baïonnette intelligente. S'il lui trouve que non, la décision qui a été rendue, c'est pas... Il n'a pas à juger, lui n'est pas juge. Oui. Il y a un juge qui a déjà dit, c'est lui, c'est l'exécuteur des décisions de justice en matière pénale. Lorsque le juge rend la décision, lui a cette obligation d'exécuter. Ne pas l'exécuter, c'est ce que nous disons, c'est une abstention coupable. Mais l'arbitrage, finalement, viendra de qui? Parce que ça perdure. Non, là, c'est ce que je dis. Un droit, il ne faut pas le taire. Un droit, il ne faut pas le taire. Mais jusqu'où? Il faut le réclamer. Jusqu'où? Quel que soit le temps que ça prend. C'est ça la bataille de droit. Quel que soit. Vous savez que l'homme noir est parti de l'esclavagisme jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des batailles qui ont fait des années. C'est de même que lorsque vos droits sont bafoués, vous vous engagez à une bataille, vous n'allez pas lâcher jusqu'à ce que vous soyez rétabli dans vos droits. Donc aujourd'hui, la personne ou l'organe censé exécuter cette décision, c'est le ministère public. Le ministère public. Voilà, Maître Manik Sienda, vous allez terminer par là. On termine avec vous. Votre dernier mot. Vous savez, dans ces dossiers, je pense que comme vous avez demandé, où est-ce que nous irons jusqu'au bout, jusqu'où nous irons avec ces dossiers Matata, jusqu'au point que le peuple congolais retrouvera justice au sujet de Matata. Parce que le domaine de la Constitution, c'est un domaine exclusif du peuple congolais. Je vous ai dit au prologue de mon intervention que la Constitution est une expression directe du peuple congolais. C'est un pacte républicain et c'est un contrat social. Nous devons la respecter de manière absolue. Merci, nous devons la respecter de manière absolue. Merci à vous, Avec plaisir. Merci à vous, Maître Tchingej. Merci aussi aux chercheurs en droit constitutionnel et juristes Manik Sienda de votre promptitude. Restez branchés sous Télé 50. À très bientôt.